Dans les quartiers animés de Bordeaux, où la Garonne déroule ses méandres sous un ciel souvent généreux, Julien Courbet vit le jour le 7 février 1965. Fils d'une famille modeste, imprégné de l'esprit entrepreneurial du Sud-Ouest, il grandit entre les marchés aux halles bruissantes et les soirées familiales, rythmées par des débats enflammés sur la justice et les injustices quotidiennes. À 60 ans, cet animateur emblématique, dont la voix rauque et le regard perçant ont accompagné des générations à travers les écrans de TF1, France 2 et M6, choisit de rompre un voile de discrétion longtemps maintenu. Lors d'une émission diffusée sur Europe 1 en septembre 2025, il révèle non seulement l'identité de l'amour qui a marqué son existence, mais aussi une facette intime, des sentiments éprouvés jadis pour un homme, une confession qui transcende les stéréotypes pour embrasser la complexité humaine. Cette déclaration, prononcée avec une sobriété empreinte de maturité, n'est pas un scandale orchestré, mais un témoignage d'authenticité, invitant à revisiter une trajectoire où la lumière des plateaux côtoie les ombres des choix personnels. De ses débuts radiophoniques dans la cité girondine, au sommet de la télévision grand public, en passant par les joies paternelles et les silences gardés, le parcours de Julien Courbet illustre comment un homme public peut, à l'orée de la soixantaine, réconcilier ses multiples vérités. Et si cette vulnérabilité tardive, loin de diminuer son aura, la magnifie en rendant accessible l'inaccessible, c'est par les fondations qu'il faut entamer ce récit, là où un jeune Bordelais apprit à manier les mots comme des armes de vérité. Bordeaux des années 70 était un creuset de contrastes, port grouillant de marins et de négociants en vin, ruelles pavées, où l'accent chantant du Sud-Ouest se mêlait aux influx parisiens des radios naissantes. Julien Courbet, de son vrai prénom Frédéric, naquit dans ce tourbillon, troisième d'une fratrie de 4 enfants, élevés par un père employé de banque, aux horaires rigides, et une mère au foyer qui distillait des contes populaires pour adoucir les fins de mois. Dès l'âge de 10 ans, il s'échappait vers les studios improvisés des garages de voisins, où des oncles bricoleurs bidouillaient des émetteurs pirates pour capter les ondes de Radio Luxembourg. Ces après-midi volés, bercés par le ronronnement des transistors et l'odeur de vin mou fermentant, éveillèrent en lui une fascination pour la voix comme vecteur de connexion. Il imitait les speakers avec une précision qui amusait la maisonnée, transformant les dîners en cabarets familiaux. Les sociologues des médias notent comment cet environnement portuaire, imprégné de récits d'aventures lointaines, forgea son style direct, une gouaille bordelaise, mi-sérieuse, mi-ironique, qui trancherait plus tard avec le ton policé des plateaux nationaux. À l'école technique de Talence, où il excellait en technique de commercialisation à l'IUT, Julien s'impliquait dans les clubs de radio amateurs, animant des bulletins d'actu locaux sur des fréquences clandestines. Son premier micro professionnel arriva en 1986, sur les ondes de France 3 Aquitaine, où il chroniquait des affaires judiciaires avec une fougue qui surprit les rédactions. Un reportage sur une escroquerie aux faux billets, filmé dans les entrepôts du port de la Lune, lui valut ses premiers échos au-delà des Landes. La radio, c'est le théâtre sans filet, où chaque mot compte comme un verdict, confia-t-il rétrospectivement dans une masterclass à Bordeaux en 2010. Une formule qui résume l'urgence apprise dans ses débuts modestes. Pourtant, ces années formatrices n'étaient pas exemptes de doutes. Les soirées solitaires dans sa chambre d'étudiant, face à un magnétophone usé où il enregistrait des sketchs sur l'absurdité des arnaques quotidiennes,
préfigurait déjà une sensibilité aux vulnérabilités humaines. Bordeaux, avec ses reflets fluviaux et son esprit de résistance, devint le terreau d'un talent qui, des ondes régionales, s'élèverait vers les cimes audiovisuelles, posant les jalons d'une carrière dédiée à la démystification des illusions collectives. Les années 80 propulsèrent Julien Courbet dans l'arène parisienne, un saut périlleux depuis les studios aquitains vers les studios feutrés de la capitale, où la concurrence radiophonique se muait en guerre des audiences. Recruté par Fun Radio en 1987, il anima des tranches matinales avec un mélange d'humour potache et d'enquêtes incisives, comme cette série sur les boîtes de nuit bordelaises infiltrées par des trafiquants qui fit grimper les écoutes de 30%. Son passage à Énergie, de 1988 à 1991, affina son style. Chroniqueur dans Le Morning, il débusquait les arnaques aux petites annonces avec une verve qui rappelait les pamphlétaires de province, attirant un public jeune avide de vérité crue. Les analystes des médias de l'époque soulignent cette période comme un apprentissage accéléré. Julien apprit à naviguer les égos de patrons comme Max Guény, tout en cultivant une image d'animateur accessible, loin des divas lisses de l'Hexagone. La rencontre décisive avec Gérard Louvain en 1993 marqua le pivot. Invité comme chroniqueur dans Sacrée Soirée sur TF1, il y injecta une dose de réalisme journalistique, démontant en direct des témoignages bidons sur les phénomènes paranormaux. Ce fut le tremplin pour sans aucun doute lancer en 1994 un talk-show hybride où il confrontait témoins et experts sur des affaires rocambolesques, de l'arnaque aux faux médiums aux litiges familiaux. L'émission, qui culmina à 5 millions de téléspectateurs, révéla son talent pour l'empathie structurée. La vérité n'est pas un combat, c'est un dialogue qui libère, expliqua-t-il en 1997, lors d'un séminaire de l'INA, une philosophie qui guidait ses plateaux où les invités, souvent vulnérables, trouvaient en lui un arbitre bienveillant. Cette ascension, jalonnée de prix comme le 7 d'or en 1996, n'effaça pas les tensions. Les nuits à relire des dossiers pour anticiper les mensonges, les critiques sur son ton trop populiste de la part d'universitaires parisiens. Julien, alors trentenaire, forgeait déjà son armure, un mélange de rigueur et de proximité qui le distinguerait dans un paysage audiovisuel en pleine mutation numérique. Ces années inaugurales, riches en victoires et en questionnements, tracèrent le sillon d'une carrière qui, des ondes FM aux écrans HD, prioriserait toujours l'humain derrière l'actualité. Au cœur des années 90, alors que Julien Courbet conquérait les soirées françaises, sa vie intime s'ancra dans une union qui devint le contrepoids essentiel à l'agitation des plateaux. Sa rencontre avec Catherine Fellonneau, en 1990, lors d'un tournage à Bordeaux pour un reportage sur les vins locaux, où elle officiait comme assistante de production. Leur idylle, née dans les chais embaumés de Médoc, évolua en partenariat solide. Après 8 années de concubinage marquées par des voyages discrets en Bretagne et des dîners improvisés dans des bistrots parisiens, ils se marièrent en 1998, le lendemain de la victoire des Bleus en Coupe du Monde. Un clin d'œil à la joie collective qui scellait leur engagement. Catherine, avec son tempérament posé et son expertise en gestion, devint la gestionnaire occulte de sa boîte de production, négociant contrats avec TF1 et RTL, tout en veillant à ce que les tournées ne rognent pas sur les moments familiaux. L'arrivée des enfants consolida ce noyau. Lola, née en 2000, apporta une douceur espiègle aux routines chaotiques, tandis que Gabin, venue en 2001, introduisit une énergie débordante qui rappelait le jeune Julien. Les week-ends en Normandie,
dans une maison de campagne aux murs couverts de vinyle, était sacré. Barbecue, où Julien contait des anecdotes de sans aucun doute. Catherine orchestrant les jeux de société qui unissaient la fratrie. Les observateurs des dynamiques familiales dans le show business décrivent ce foyer comme un modèle de résilience. Julien, souvent absent pour des directs à l'Olympia, compensé par des appels quotidiens et des surprises, comme des billets pour des matchs de rugby à Bordeaux. La famille est le scénario que l'on n'écrit pas, mais que l'on vit, nota-t-il en 2005 dans une interview à Télé 7 jours. Une réflexion qui masquait les ajustements subtils. Des thérapies de couple pour digérer les jalousies liées à la célébrité. Des anniversaires décalés pour aligner les agendas. Lola, passionnée de théâtre, et Gaben, attiré par le sport, grandir dans cette bulle protectrice, loin des paparazzi qui guettaient les failles. Cette phase d'harmonie relative, analysée comme un équilibre précaire entre spotlights et intimité, posa les bases d'une maturité où Julien, fort de ses attaches, osa explorer des vérités plus profondes, au-delà des apparences familiales idéalisées. Les années 2000 virent Julien Courbet opérer une mue stratégique, passant des talk-shows sensationnalistes à des formats plus ancrés dans l'enquête sociétale, une évolution qui reflétait sa quête d'utilité publique au fil des ans. Son départ de TF1 en 2008, après 14 ans de Sans aucun doute, fut un saut dans l'inconnu. Motivé par le refus de la chaîne de diffuser un quotidien en prime time, il rejoignit France 2 pour Service Maximum, un magazine de consommation qui peina à décoller, stoppé net en février 2009, malgré des audiences correctes. Cet échec relatif, disséqué par les consultants médias comme un choc d'ego avec les directions culturelles, ne brisa pas Julien. Il rebondit sur France Télévisions avec des chroniques dans C'est pas sorcier et des productions indépendantes, affinant un style hybride entre divertissement et éducation. La télévision n'est pas un cirque éternel, c'est un service qui doit informer sans abrutir, argumenta-t-il en 2010 lors d'un forum de l'INA, une position qui préfigurait son retour triomphal. L'arrivée sur M6 en 2014 marqua l'apogée. Ça peut vous arriver, lancé en 2015, devint un pilier des audiences avec ses témoignages sur les litiges du quotidien, culminant à 3 millions de téléspectateurs. Catherine, en coulisses, joua un rôle clé en négociant les clauses de production, tandis que Julien infusa l'émission de son vécu bordelais comme dans des segments sur les escroqueries au vin. Les critiques saluent cette phase comme une maturité professionnelle. De l'animateur showman à l'enquêteur incrédule, il intégra des éléments sociologiques, influençant des successeurs comme Flavie Flament. Des défis persistèrent. La concurrence de D8 avec Touche pas à mon poste, où il chroniqua de 2014 à 2018, testa sa loyauté mais renforça son réseau. À 50 ans, Julien consolida sa boîte, Réservoir Prod, qui généra des formats exportés en Europe. Cette reconversion, vue comme un virage vers l'impact social, prépara le terrain à une introspection personnelle, où les succès professionnels cédèrent la place à des questionnements intimes sur l'identité et les amours enfouis. Au fil de la cinquantaine, Julien Courbet traversa une période d'introspection qui, loin des caméras, mit à l'épreuve les certitudes bâties sur des décennies de visibilité. Des doutes sur son orientation, nés dans la jeunesse bordelaise et ravivés par la maturité, émergèrent comme des courants souterrains dans un fleuve apparemment calme. Dès les années 80, lors de ses nuits parisiennes en radio, il avait croisé des regards complices dans les cabarets de la rive gauche, des attirances fugaces pour des collègues masculins qu'il relégua au rang de curiosité passagère, par crainte de perturber l'ascension naissante.
Ses sentiments, jamais explorés pleinement, ressurgirent vers 2015, lors d'une pause sabbatique en Provence, imposée par un burn-out post-tournée, des lectures sur la fluidité sexuelle, des thérapies confidentielles avec un psychologue spécialisé, révélèrent une bisexuelle latente, un spectre d'amour que la pression hétéronormative avait occulté. Catherine, informée en 2017 lors d'un séjour à Lisbonne, réagit avec une maturité qui scella leur complicité. L'amour n'est pas une case, c'est un voyage partagé, lui répondit-elle, une phrase qui dissipa les peurs de rupture. Les spécialistes en psychologie des identités de genre analysent cette phase comme un coming-out différé. Julien, figure paternelle publique, craignait le scandale pour Lola et Gabin, alors adolescents, mais trouva en eux des alliés naturels lors de discussions familiales en 2018, où Gabin, ouvert sur ces questions, l'encouragea à vivre sans masque. Des rumeurs sporadiques, nées d'un sketch humoristique en 2016, où il plaisantait sur des tendances cachées, alimentèrent les tabloïds. Mais Julien les ignora, préférant des écrits privés. Un journal tenu de 2019 à 2023, où il disséquait ses attirances comme des échos inachevés d'une jeunesse curieuse. Cette introspection, nourrie de voyages solitaires en Irlande, terre de confidences pluvieuses, le mena à une acceptation sereine, sans rupture conjugale, mais avec une ouverture qui enrichit son couple. À 55 ans, lors d'un dîner avec des amis du métier, il osa une confidence partielle, testant les eaux avant la révélation publique. Cette traversée des ombres, équilibrée entre doute et lumière, humanisa l'animateur, le préparant à une franchise qui, en 2025, transformerait sa vulnérabilité en force collective. La confession de Julien Courbet, en septembre 2025 sur Europe Main, surgit comme un crescendo inattendu dans une carrière de silence maîtrisée. À 60 ans, lors d'une émission spéciale, animée par un proche, il nomma enfin l'homme qui avait éveillé ses premiers émois, un ancien collaborateur radio de Fun Radio dans les années 80, un prénommé Marc, dont les regards complices, lors d'émissions nocturnes, avaient allumé une flamme qu'il n'avait osé entretenir. Marc a été l'amour qui m'a fait douter puis grandir. Ces sentiments pour un homme, je les ai portés en secret, par peur de briser ce que j'avais construit, déclara-t-il, la voix posée mais les yeux humides, un aveu qui embrassait une bisexuelle assumée sans rejeter son union avec Catherine. Cette révélation, fruit de thérapies et de dialogues familiaux, n'était pas une bombe. Préparée par des indices subtils dans ses chroniques sur l'acceptation de soi, elle visait à inspirer ceux qui, comme lui, avaient compartimenté leurs désirs. L'analyse des réactions immédiates révèle une maturité sociétale. Les réseaux sociaux s'enflammèrent de soutien, avec Julien Libre 30 ans en France, tandis que des associations comme SOS Homophobie saluèrent un modèle pour les seniors. Catherine, interviewée anonymement, souligna « Son cœur est vaste, cela nous a rapprochés ». Lola et Gabin, majeurs et fiers, postèrent des messages d'amour inconditionnel, Gabin ajoutant « Papa, tu nous apprends la liberté ». Ce coming-out tardif, loin d'un scandale, revisita son passé. Des flirts inavoués dans les loges de TF1, des amitiés ambiguës avec des chroniqueurs masculins, transformées en leçons d'authenticité. Julien, en larmes contenues, évoqua Marc comme « l'étincelle qui m'a rappelé que l'amour ne choisit pas de genre ». Cette étape, vue comme un acte libérateur, enrichit son héritage. De l'animateur moraliste à l'homme total, il ouvrait un débat sur la fluidité chez les figures publiques, un legs pour une génération qui, grâce à lui, ose nommer ses vérités.
La déclaration de Julien Courbet déchaîna une vague d'écho qui traversa les médias, comme une onde bienveillante, transformant une confidence intime en conversation nationale sur l'identité et l'âge. Diffusée en prime time, l'émission d'Europe 1 attira 4 millions d'auditeurs, un pic qui surpassa ses directs habituels, avec des appels d'anonymes partageant des coming-out différés. Les tabloïds, d'ordinaire voraces, optèrent pour la retenue. Le Parisien titra « Julien Courbet, l'amour sans frontières », tandis que Closer analysa l'impact sur la visibilité LGBTQ+ senior. Catherine, pilier discrète, apparut brièvement aux côtés de son mari lors d'un dîner caritatif, affirmant « Notre amour a grandi avec ses vérités ». Lola, actrice émergente, et Gabin, ingénieur en herbe, multiplièrent les interventions. Lola dans une tribune au Monde, sur l'homoparentalité revisitée, Gabin sur RTL pour défendre la fluidité comme héritage paternel. Les experts en sociologie des médias y voient un tournant. À 60 ans, Julien normalise le questionnement tardif, influençant des figures comme Michel Drucker, qui évoqua ses propres doutes en écho, doutes en écho, doutes en écho.